le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h. Troisième sortie pour cette semaine depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlichi Dorelas. Pour présenter cette page internationale, Jacques Mel pour le Grand Journal, Joël François, Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM. À Jacques Mel. Dernier succès en date, Volodymyr Zelensky a annoncé dimanche soir que l'armée ukrainienne avait libéré la ville stratégique d'Izium. Selon les experts militaires, cette perte risque de freiner sérieusement les ambitions militaires de Moscou dans l'Est ukrainien. Voici un reportage signé I24 News. Ce mercredi, la présidente de la Commission européenne prononçait son discours sur l'état de l'Union. Un discours consacré en grande partie à la guerre en Ukraine. Invitée de marque, Olena Zelenska, la première dame ukrainienne, ovationnée par les députés. Ma chère Olena Zelenska, il vous a fallu un immense courage pour résister à la cruauté de Poutine, mais vous avez trouvé ce courage et une nation de héros s'est levée. Je veux être très claire, les sanctions sont là pour rester. L'heure est à la résolution et non à l'apaisement. Cela doit être très clair. À 3000 km de là en Ukraine, Volodymyr Zelensky s'est rendu à Izium, l'une des villes reconquises par son armée. Honorons la mémoire de ceux qui sont morts avec une minute de silence. Ce sont de véritables héros qui ont libéré notre terre et nous ont offert la chose la plus précieuse qu'ils ont reçue de leurs parents, leur vie. Après quelques instants de recueillement, le président ukrainien, visiblement très ému, a participé à ce qui est appelé la cérémonie de la levée du drapeau ukrainien. Selon Kiev, l'armée ukrainienne aurait reconquis la quasi-totalité de la région de Kharkiv. Volodymyr Zelensky semble dénoncer de nouveaux crimes perpétrés par l'armée russe. Les images sont choquantes, mais ça ne me surprend pas, parce qu'on a vu la même chose à Boutcha et dans les premiers territoires libérés de l'occupation. La même chose. Des bâtiments détruits, des personnes tuées. Et ce que je peux dire, c'est que ça fait partie de notre histoire, de la Russie d'aujourd'hui. Ils l'ont fait, c'est uniquement eux. Dans le même temps, Moscou affirme avoir déployé la garde nationale russe dans les régions de Kherson et Zaporijjia plus au sud. Elle aurait arrêté plus de 130 personnes accusées de travailler avec les services spéciaux et l'armée ukrainienne. La Colombie et le Venezuela ont rétabli leurs relations diplomatiques après la rupture des liens entre les deux pays en 2019. Cette décision intervient quelques jours après l'investiture du nouveau président colombien Gustavo Petro. Lors de sa campagne électorale, M. Petro a promis de maintenir les relations pour travailler ensemble sur plusieurs questions frontalières. Voici un reportage signé CGTN News. Le nouveau président de la Colombie, Gustavo Petro, tient certaines de ses promesses de campagne. Quelques jours après son investiture, M. Petro a annoncé qu'il allait rétablir les relations diplomatiques avec le Venezuela voisin. Les relations diplomatiques entre les deux pays étaient en rupture depuis 3 ans. Le prédécesseur de M. Petro, Iván Duque, avait refusé de reconnaître Nicolás Maduro comme président après sa réélection en 2018, qualifiant le vote de frauduleux. Avec le redémarrage des relations le mois dernier, les deux chefs d'État ont reçu les nouveaux ambassadeurs assignés dans leurs palais présidentiels respectifs. L'ensemble des systèmes consulaires des deux pays a été suspendu, laissant les Vénézuéliens vivant en Colombie et les Colombiens vivant au Venezuela bloqués. Ils ne pouvaient pas demander des documents comme des passeports. Messieurs Petro et Maduro n'ont pas encore annoncé une visite d'État officielle. Une autre partie du processus de normalisation comprendra la réouverture complète de la frontière de plus de 2000 km que les deux pays partagent. Les deux présidents l'ont annoncé via le média social Twitter. La rouverture de la frontière aura lieu le 26 septembre. Les échanges économiques entre la Colombie et le Venezuela se sont amenuisés depuis le début des tensions diplomatiques il y a 15 ans, avec l'ancien président colombien Álvaro Uribe Vélez qui a rompu les liens avec le président de l'époque Hugo Chávez. Selon les autorités, les échanges commerciaux s'élevaient à 5 milliards de dollars américains par an en 2008. Ils sont aujourd'hui d'environ 300 millions de dollars américains.
Le nouvel ambassadeur colombien dit espérer porter ce chiffre à 10 milliards de dollars. Selon un économiste, non seulement les échanges commerciaux augmenteront, mais les deux pays pourront également travailler sur des stratégies communes pour renforcer la frontière marquée par la criminalité. En ayant une frontière fermée comme nous l'avons fait au cours de cette dernière décennie, nous avions le trafic humain, les drogues, le crime, la contrebande. L'ouverture nous donne le défi de faire face à ce problème. Les vols entre les deux capitales vont également reprendre. Des milliers de Soudanais ont défilé mardi dans les rues de Khartoum pour réclamer une nouvelle fois le départ des militaires qui dirigent le pays depuis le putsch d'octobre 2021. Voici un reportage signé Africa News. Ils étaient des milliers de Soudanais ce mardi à défiler une nouvelle fois dans les rues de Khartoum. Ce qu'ils réclament depuis le début de ces manifestations il y a plusieurs mois, le départ des militaires qui dirigent le pays depuis le putsch d'octobre 2021 et la remise du pouvoir aux civils. Une solution ne pourra être trouvée que si nos revendications sont acceptées. Nous allons continuer à manifester. Il n'y a pas de date limite pour la révolution. Une fois qu'ils auront satisfait nos demandes, ces manifestations prendront fin. La mobilisation de ces Soudanais ne faiblit pas malgré une répression qui a fait 117 morts et des milliers de blessés. Début juillet, le général Bourhan, qui est à la tête du pays, s'était dit prêt à s'effacer devant un gouvernement civil. Une proposition rejetée par le FLC, principal bloc civil du Soudan. Les manifestants affirment qu'il n'y aura ni négociation ni compromis avec le pouvoir militaire. L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont accusés mutuellement mercredi de nouvelles attaques à leurs frontières, entretenant une flambée de violence qui a fait plus de 150 morts et met en péril de fragiles négociations de paix. Voici un reportage signé Euronews. La flambée de violence qui oppose de nouveau Arménie et Azerbaïdjan depuis le début de la semaine a déjà fait plus de 150 morts. Ce mercredi, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a annoncé qu'au moins 105 militaires de son pays avaient été tués. L'Azerbaïdjan a de son côté annoncé la mort de 50 de ses soldats. Ces affrontements qui ont éclaté dans la nuit de lundi à mardi inquiètent notamment la communauté internationale. Il ne peut y avoir de solution militaire à ce conflit. Nous appelons à la retenue en cas de nouvelle hostilité militaire. Nous encourageons les deux gouvernements à rétablir des lignes de communication directes par les canaux diplomatiques et militaires et à s'engager à nouveau dans un processus diplomatique pour résoudre la crise. Outre les États-Unis, l'Union européenne, la Russie, l'Iran et la Turquie ont également exprimé leurs préoccupations et appelé à la fin des violences. Ces nouveaux affrontements sont les plus intenses depuis la dernière guerre qui a opposé ces deux pays du Caucase en 2020, une guerre qui avait fait plus de 6500 morts. Zoom sur la guerre en Ukraine. Que se passe-t-il dans le monde? Avec nos confrères de Sud Radio. Offensive ukrainienne et riposte russe. Pourquoi la crise en Ukraine prend une tournure alarmante et inquiétante? Écoutons un extrait sur Sud Radio. La Russie a attaqué les centrales électriques et d'autres infrastructures dimanche, provoquant des pannes généralisées dans toute l'Ukraine, alors que les forces de Kiev ont lancé une contre-offensive rapide qui a quand même chassé les troupes de Moscou dans de sacrées étendues du territoire, en tout cas dans les villes de l'Est, etc. Alors, bombardement, incendie massif dans une centrale électrique. Qu'est-ce qui se passe exactement? En fait, la guerre, il faut l'appeler par son nom, Russie-Ukraine, prend une autre dimension. Est-ce que effectivement, on est encore parti vers chacun fourbissant ses armes et accusant les autres d'excès, etc. Vengeance russes pour avoir perdu des villages, des villes pour les Ukrainiens. D'un autre côté, effectivement, Poutine accusant l'Ukraine de bombarder les civils et surtout la centrale de Zaporijia qui a failli effectivement avoir un incident majeur qui ne l'a pas eu heureusement. Éric Dénessé, bonjour. Bonjour. Alors Éric Dénessé, vous êtes politologue, vous êtes directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, on vous a reçu déjà ici avec plaisir toujours. Au fond, aujourd'hui, alors avant-hier, c'était contre-offensive ukrainienne, ça y est, on reprend, la guerre est en train de changer de visage, etc. Et puis hier, le bombardement, effectivement, est-ce que c'est
encore une fois cette guerre qui continue, qui va continuer, mais un cran au-dessus, ou pas? Oui, d'une certaine manière, parce que d'abord, il était légitime que les Russes soient bousculés, parce qu'on savait que les Ukrainiens préparaient une contre-offensive. Alors, on va dire l'Occident préparait une contre-offensive, parce que les Ukrainiens ont été largement soutenus à la fois sur le Conseil militaire et sur les armements par les Occidentaux. Et puis, il n'est pas non plus totalement surprenant que les Russes aient connu quelques déroutes, parce qu'ils ont finalement relativement peu d'effectifs. 150 000, 160 000 hommes peut-être pour tenir un front aussi large, c'est quelque chose qui est tout juste limite. Ça prouve aussi qu'il n'a jamais été dans l'intention des Russes d'envahir l'Ukraine, sinon ils auraient mis 5 fois plus de monde. Donc à partir du moment où ils ont été débordés, parce qu'il semble bien qu'il y ait une forme de tromperie, puisque les Ukrainiens ont mobilisé une partie des forces russes sur le front de Kherson avant d'attaquer dans la région de Kharkov sans aucune préparation d'artillerie, donc c'était assez astucieux. Et les Russes, finalement, de peur d'être débordés, ont monté d'un cran leur réaction. Il faut dire que même si ça peut déplaire, pendant très longtemps, il y a eu quand même une forme de mesure dans les frappes russes sur l'Ukraine. Ils n'ont pas visé l'ouest de l'Ukraine, ils n'avaient pas ciblé toute une série d'objectifs, dont les centrales électriques. Ce n'était pas, oui, Éric Dénessé, ce n'était pas les bombardements de l'OTAN sur la Serbie en 1999. C'est absolument ça. Il y a, quoi qu'on en pense, il y a une forme de mesure et de pondération entre guillemets de la part des Russes, non pas sur le théâtre des opérations. Fini cette page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Ed Prod, réalisation Télé Beltop pour le camp de la radio évangélique aux Ozana 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page internationale, Erlich Dorelas, depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Un peu de soleil aujourd'hui, même quand il y a une petite bataille entre le soleil et les nuages. Un soleil en catimini. Oui, température sur Boston, 82 degrés Fahrenheit, il fait beau temps, 28 degrés Celsius, Jacmel, 89 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Bonsoir Janelle, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Ozana 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mercredi, même quand les choses tournent mal en Haïti. Et bon, soyez prudents. Bonsoir Janelle, bonsoir à tous et rendez-vous c'est pour demain. Bonsoir. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.